Donc, il y a encore des gens qui arrivent, mais on va commencer pour pas avoir trop de retard. Donc, bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur l'éthique des affaires. Pour me présenter rapidement, moi, c'est Camilla Maras. Je suis chargée d'animation pour Initiative Durable, donc l'association qui organise ce webinaire. Et je vais te laisser changer de slide, Vincent. Pour présenter notre activité pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une association basée à Strasbourg qui a fêté ses 20 ans l'année dernière et donc nous accompagnons les entreprises du territoire Grand Est vers une économie plus responsable. Et donc pour cela, nous avons 4 grands métiers. En premier, l'animation de réseau et donc nous organisons des événements pour favoriser les rencontres entre acteurs économiques et sensibiliser à tous les pans de la RSE. On a plusieurs réseaux là. Donc, le réseau historique de nos 200 adhérents, mais également des plus petits réseaux thématiques sur l'économie circulaire, la mobilité ou encore l'économie de la coopération. D'un autre côté, nous avons également tout un volet promotion de l'économie responsable qui se matérialise à travers 2 grands temps forts. Le Forum du développement durable que certains connaissent peut-être déjà, qui accueille chaque année 900 participants mais également les trophées RSE Grand Est qui récompensent les initiatives à impact du territoire Grand Est. Nous avons aussi tout un champ qui concerne l'accompagnement des territoires du Grand Est, notamment à travers des animations de démarches déculaires. Et enfin, nous accompagnons les entreprises dans la construction de leur stratégie RSE, que ce soit dans le cadre de nos contrats de progrès ciblés sur les enjeux RSE, de diagnostic RSE ou encore d'accompagnement à la population. Et donc, aujourd'hui, nous avons souhaité aborder le sujet de l'éthique des affaires, qui peut être méconnue par les entreprises et qui ne peuvent pas forcément se sentir menées par le sujet, surtout pour les plus petites entreprises. Donc, voilà, on voulait vraiment repartir sur les bases et montrer en quoi tout le monde est concerné par l'enjeu en proposant une définition de l'éthique, son impact pour les entreprises, les principales réglementations à connaître, accompagnées d'exemples concrets. Et donc, pour ce faire, nous avons fait appel à notre partenaire l'AFNOR. Et donc, j'en profite pour remercier notamment Christine Morin et Sandrine Pérignon-Schmitt, donc je ne sais pas si elles sont connectées aujourd'hui, du club RSE AFNOR de Nancy, qui nous ont aidés à vous proposer donc ce webinaire en nous mettant en relation avec notre intervenant, qui est Vincent Leroux-Lefebvre. Et donc, je vais laisser se présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Donc je suis merci à l'initiative durable de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui est pour moi au cœur des achats responsables et de toutes les problématiques d'entreprise, quelle que soit leur taille, l'éthique des affaires. Et on verra qu'il y a différents éléments autour de l'éthique et que ça ne s'arrête pas à la corruption, à l'anticorruption, mais ça va bien au-delà. Ce sont un certain nombre de comportements responsables pour une démarche d'achat plus responsable. Donc, Vincent Leroux-Lefebvre, je suis expert achat responsable auprès de l'AFNOR. J'interviens auprès des entreprises, auprès des délégations régionales en France et à l'étranger. Et j'ai été pendant un peu plus de 25 ans patron de différentes entités achats dans le monde de l'industrie, du service, en France et en Europe. Et c'est avec ce regard-là d'ancien directeur achat, d'ancien personnel aussi achat, que je vais essayer de vous donner mon point de vue et la vision de l'éthique telle qu'elle peut être partagée, telle elle impacte les entreprises et comment elle se définit. On rentre dans le vif du sujet. Donc, éthique des affaires, pourquoi c'est important? Première question qu'on peut se poser, et sans aller très très loin, c'est déjà prendre en compte la place de l'éthique et la définition de l'éthique. Ça vient du mot grec ethos, qui signifie une manière de vivre. Donc l'éthique, c'est une science philosophique. Donc si on s'arrête à ça, on peut dire qu'on a tous une philosophie, mais chacun y en a la sienne. Ça peut facilement se limiter en entreprise. Mais particulièrement sur l'éthique, elle s'intéresse au comportement humain, et puis en essayant à travers ces comportements humains, d'essayer de réguler, et réguler l'action. On a tendance à amener les choses en disant que, par exemple, la corruption, c'est quelque chose de non éthique. Au contraire, hein, bien loin de moi, bien au contraire, mais tout simplement, c'est quelles sont les réflexions et pouvoir rendre ça et ces comportements adoptables à des conduites de business et à des conduites d'un idéal de société qui justement repose sur ces éléments d'éthique.
la notion de moral, de comportement au regard de la loi. Qu'est-ce que ça implique aussi? C'est que ces préoccupations éthiques, on s'en rend compte, ça devient de plus en plus important. Pas juste parce que c'est une considération, même si on peut se poser la question avec ce qui se passe en ce moment, ces jours-ci, autour de la CSRD, de la CS3D, et donc du respect des droits humains, ou même de cette préoccupation éthique de faire du business, plus ou moins proprement, mais elle est renforcée par une anxiété sociétale qui vient tout autant des entreprises. Le changement de la loi Pacte et le changement de la compréhension de la profitabilité de l'entreprise, mais aussi de la mission sociale de l'entreprise, en sont un parfait reflet. Mais c'est aussi le fait de s'accorder sur des valeurs, dans une façon de voir des normes sur le bien agir en société. Donc, l'éthique en soi répond à une double question. C'est comment vivre une situation, un événement, une action, et quelles décisions je vais prendre en face de cette décision. C'est l'alternative. Et justement, alternative durable, ça porte bien son nom dans ce cadre-là. C'est qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit le plus durable? Quel est le dilemme auquel je vais devoir répondre à travers cette raison, cette morale? Parce que sur la même situation, nous tous, vous tous, sommes amenés à avoir des comportements qui sont différents. Donc, dans cette logique-là, on va aller sur la compréhension d'une éthique qui va être dans un cadre professionnel, sur la réflexion autour des valeurs qui motivent les conduites professionnelles et qui, la plupart du temps, sont définies dans des codes de déontologie, des chartes de bonne conduite. Monsieur Ricard définit l'éthique comme une sagesse pratique, donc l'ambition et la visée de la bonne vie, avec les autres, dans des situations qui sont justes, totalement miscibles dans une culture d'entreprise. Et je répète, on peut donc se poser des questions en ce moment avec la remise en cause de la CSRD et de la CS3D. Dans ce cadre-là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être plus éthique? Qu'est-ce qu'on fait justement pour avoir cette mise en place de cadres d'éthique professionnelle au regard, et je dissocie bien ce que l'on fait à titre personnel, au-delà de ce que l'on fait en entreprise, versus la conduite que l'on a en entreprise. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que forcément, dans cette compréhension de la pratique quotidienne, il y a des obligations et des devoirs qui en découlent, forcément. Donc, c'est le respect de règles, qui sont l'attente de comportement d'une organisation vis-à-vis de la responsabilité sociétale. Et quand on prend cette notion de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou même des organisations quand on va sur les RSE, c'est très clairement cette logique-là qui est en plus en train de s'inscrire depuis déjà quelques temps dans le droit coutumier. Je ne vais pas vous faire un cours de droit entre le droit dur, le droit souple, le droit coutumier, les conventions internationales, mais justement, c'est à ce titre-là, qu'est-ce qui paraît la conduite la plus juste, la plus universellement acceptée pour créer des règles de respect. Ce que l'on comprend aussi, c'est que à travers cette responsabilité sociétale, il y a une norme. Il y a une norme qui est venue apporter, je dirais, de l'eau au moulin de l'éthique, c'est l'ISO 26000. Je pense que vous connaissez tous l'ISO 26000, c'est cette ligne directrice, une grande question fondamentale qu'elle pose. Mais même à travers ça, il y a un paragraphe spécifique à l'ISO 27000, relatif justement à la RSE. C'est l'éthique, un comportement conforme aux principes acceptés d'une conduite juste ou bonne dans le contexte d'une situation particulière, en cohérence avec les normes internationales de comportement. Et les normes de comportement international, logiquement, vous êtes tous censés les connaître, pour ne citer que, par exemple, les préceptes mis en avant par l'OCDE, ce qui a été mis en avant par l'ILO, l'Organisation internationale du travail, ou même le Pacte mondial, des éléments qui ont un peu plus de 25 ans. Et puis, en France, et particulièrement en France, ça s'est impliqué, avant le devoir de vigilance en 2017, déjà par la loi Sapin 2, cette notion d'éthique dans le management, à travers ce niveau de ce qu'on va compliance, que l'on trouve dans les domaines anglo-saxons. Et je vous montrerai un petit comparatif entre ce qu'il y a en France ou dans d'autres pays d'Europe. Mais c'est renforcer cette transparence de la pratique organisationnelle, particulièrement axée sur la corruption,
mais c'est aussi mettre en place tout ce qui va venir derrière. Donc, comment justement le secteur privé ou le secteur public arrive à travailler sur des codes de conduite, des dispositifs d'alerte, une cartographie des risques de corruption, des procédures d'évaluation des tiers. Et c'est là aussi où on est très très proche de ce que l'on entend sur les achats responsables. Évaluer les tiers, comprendre cette cartographie des risques. Quelles sont les procédures de contrôle, la formation des cadres et des personnes, et puis le régime disciplinaire. Pour ceux qui sont allés creuser un petit peu la CSRD, ou ont vu les premiers rapports de CSRD, et je prendrai celui de Sanofi qui a été publié il y a 2 semaines, si je crois bien, dedans sont exposés le nombre de personnes qui ont été licenciées justement par rapport à des infractions à ces codes. Et là, on est sur la déontologie, on est sur l'éthique, mais on est aussi sur des éléments qui sont empreints des éléments de corruption. Donc, tous ces éléments fonctionnent et sont en train, depuis une bonne vingtaine d'années, de rentrer dans cette logique-là de l'ISO 26000 et des autres pratiques. Mais l'éthique, c'est quoi encore? C'est pas comment on peut l'interpréter de façon plus journalière, plus drivant nos décisions business. C'est ce qui est faire ce qui est juste. Et pas seulement au niveau d'une conformité, au niveau des lois, pas seulement avec une morale, parce qu'on a tous des valeurs, on a tous des opinions, on a tous une morale, logiquement, qui va au-dessus. L'éthique se trouve entre les deux. Elle est, entre guillemets, la garniture de ce sandwich qui va donner des comportements. Cette attention de respecter la loi, l'intention exprimée de respecter la loi. Je vais faire un parallèle, vous avez peut-être tous le permis de conduire. Vous êtes donc tous des conducteurs. Vous n'êtes peut-être pas tous des bons conducteurs. Vous n'êtes peut-être pas tous vos points. Cependant, vous avez quand même des comportements qui font que vous restez dans la légalité, sur la base d'une loi et par rapport à votre jugement de respecter ou pas la limitation de vitesse. Donc, cette logique-là, c'est vraiment faire ce qui est juste, tout en, bien sûr, prenant en compte un élément extrêmement important, mais qui est tout aussi important dans l'ISO 26000 que dans la 20400, les parties prenantes. Parce que si vous ne respectez pas ces éléments, là, vous rentrez dans le cataclysme, le côté désastreux pour les organisations. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est que dans cette réflexion pour les entreprises, ce n'est pas juste de résoudre les conflits d'intérêts, et on peut en parler, vous aurez des éléments de pratique à la fin de cette présentation, et je vous invite à aller voir ce que fait l'AFA dans ce cadre-là, mais c'est un conflit de valeurs. Pourquoi, par exemple, on va accepter ou ne pas accepter une offre de prix, ou accepter ou ne pas accepter de répondre à une offre de prix? Bien sûr, la place du client est importante, la place du business est importante, mais il est très clairement important de comprendre que c'est tout au long du cycle de vie. Et dès qu'on commence à dénaturer ce cycle de vie, dès qu'on commence à toucher à cette durabilité, on est dans un comportement justement qui ne prend pas en compte ces limites. Et c'est pas juste les mauvaises pratiques de corruption, mais c'est aussi les mauvaises pratiques achats. Vous le savez peut-être, la médiation, il y a plusieurs années, a créé un guide des 36 mauvaises pratiques. Quand on en est à créer des guides de mauvaises pratiques, c'est que c'est des choses qui sont constatées. Et des choses qui sont constatées qui, pour le coup, tapent au portefeuille des entreprises. Donc, c'est plus juste une question de savoir ce que faire apporte, mais plutôt ce que ne pas faire coûte à l'entreprise. Et pour ça, je vais donc illustrer avec un certain nombre d'éléments et puis démontrer des bonnes pratiques ou des usages qui peuvent être faits dans ce cadre-là. Alors, la corruption, c'est quoi? Et je vais d'abord aborder ce point de la corruption. La corruption, ça désigne le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, donc ça peut même vous toucher, dès que vous avez une décision, dès que vous êtes quasiment signataire, de solliciter ou d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un accomplissement dans le cadre de ses fonctions. Et dans ce cadre-là, il y a 2 types de corruption. On distingue la corruption active et la corruption passive. Je vous donnerai des éléments même du texte sans rentrer spécifiquement sur chaque fait. Okay, quels sont les grands types de corruption que l'on reconnaît au titre du droit français, mais qui existent aussi dans les autres législations? Parce que vous verrez qu'il n'y a pas que la France qui a cette volonté de netteté, de good practice, de bon comportement. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, dans le code pénal,
puisque là, on est quand même sur du pénal, il y a la corruption d'agents publics, active ou passive. Pareil pour le privé, la conclusion, la prise illégale d'intérêt, le pantouflage, un mot très français, et je reviendrai sur cette notion-là, le trafic d'influence, actif ou passif, et puis le détournement et la soustraction des fonds bien publics, et le favoritisme dans le cadre d'attribution de marchés publics. Il y a encore quelques affaires qui sont en train d'être jugées là, au niveau de mairie ou de, de collectivités, justement, sur des prises illégales d'intérêt ou même de favoritisme. Mais pour revenir sur le pantouflage, est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est que le pantouflage? Alors, ce n'est pas réservé à la région des Charentes, hein, pour les Charentaises, mais c'est tout simplement le fait d'avoir un agent public qui va passer au privé sans être déclaré auprès de la haute autorité. Et justement, il y a la Cour d'appel a rendu un jugement il y a 3 jours dans ce cadre-là sur un certain nombre de modifications de recours à la haute autorité sur la transparence de la vie publique au titre du pantouflage. Et oui, nous, à la FNOR, on l'a vécu. Quand j'ai pris mon poste, un agent public devait prendre celui-ci il y a quelques années, et la haute autorité a considéré que, pour des raisons justement de pantouflage et de transparence, elle ne pouvait assurer une mission d'expert achat responsable porté au développement avec trop de connaissances du marché public, des acteurs publics et du marché privé. Alors, qu'est-ce que ça apporte, la concurrence, la corruption? C'est plutôt les conséquences. Bah, pour les entreprises, elles augmentent les coûts pour les entreprises et leurs clients en bout de chaîne. Bah oui, si vous payez plus d'argent pour obtenir un service, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et une entreprise, ce n'est pas une œuvre sociale. Donc au final, c'est le client qui paye quand il y a corruption. Et oui. Elle fausse la concurrence et diminue donc la compétitivité. L'Europe est basée sur la libre concurrence et tous les éléments de la concurrence. Donc, dès que vous rentrez dans cette logique de corruption, vous entravez la concurrence. C'est pour ça qu'elle répond aussi aux pratiques anticoncurrentielles. Forcément, elle freine et étouffe la croissance économique et vous aurez une vision de ce qu'elle coûte pour une entreprise comme pour un État. Et puis, elle produit un effet dissuasif pour l'investissement. Est-ce que vous, si demain vous achetez des actions, vous avez envie d'investir dans une entreprise qui pratique la corruption? Et puis, quand vous êtes une banque, sans parler de notation extra-financière, mais est-ce que vous prenez le risque de vous exposer à un scandale en finançant une entreprise qui, justement, pratique la corruption? Donc, pour toutes ces raisons, la corruption, elle entame la crédibilité et la réputation des entreprises. Et puis, au-delà de ça, pour rester dans cette logique de RSE, de responsabilité, elle est un frein aux ODD. Elle est une entrave aux ODD. Pourquoi? Parce que les gens, quand il y a corruption, souvent, il n'y a pas d'éradication de la pauvreté et de lutte contre la faim. On a pu voir dans un certain nombre de pays, justement, la limitation à l'accès de la santé, la limitation aux écoles, justement parce qu'il y avait corruption. Euh, Pareil, sur les ressources en énergie renouvelable, un certain nombre d'entreprises, et on verra sur le slide suivant, au titre de la corruption, ont limité les accès aux énergies renouvelables et même plus que ça, ont maximisé leur intérêt à rester sur des énergies fossiles. En termes de croissance et de réduction des inégalités, justement, la corruption a aussi tous ces impacts-là. Le fait de payer pour ces rejets et de payer un officier public dans le cadre de ces rejets, c'est aussi un impact sur la protection de la faune, de la vie, de la flore aquatique. Et en termes de justice et de paix, je pense que l'image n'est pas à démontrer. Et quand je dis que ça coûte de l'argent, alors bien sûr, j'ai pris des choses qui sont les plus tangibles, mais je vais vous donner quelques chiffres. On considère à l'heure actuelle qu'il y a dans le monde 6,8 milliards de personnes qui vivent dans les pays dont l'IPC, donc c'est l'indice de confiance par rapport à la corruption, est inférieur à 50%.
Vous voyez, cette carte, elle a été republiée il y a un mois environ sur justement les pays. Et vous pouvez voir hein, les pays où, pour le coup, qui sont bien classés, ceux qui sont moins bien classés et ceux qui sont très très mal classés. Justement, quand vous faites une cartographie des risques, c'est un élément intégré. Je reviens 30 secondes sur cet élément de la cartographie des risques. Hein. C'est que quand vous achetez, il va peut-être falloir vous préoccuper de où vous achetez, et comment vous achetez, et surtout à qui vous achetez. À travers ces indices-là. C'est un élément qui va vous aider, et c'est Transparency Act qui le fournit, sur l'impact que ça a dans la gestion de mon risque. Eh oui, parce que la corruption implique forcément un risque, et donc des conséquences. Et les conséquences, elles sont financières. Et là, je vais vous donner l'exemple de la plus grosse pénalité qui a été demandée, c'est 1,1 milliard de dollars 2022 infligés au groupe Glencore. Alors bien sûr, ça paraît peut-être pas grand-chose. C'est 5 semaines de marge nette du groupe. Et ça représente presque 10% de la marge nette du groupe. Je pense qu'aucune entreprise, aucun entrepreneur n'est capable de se priver de 10% de sa marge. Et quand on est dans une logique française, et là je fais appel à vos connaissances de fiscalité, ça s'appelle une charge non récupérable. Vous payez de l'impôt dessus. Autre élément économique, et ça c'est dans le cadre de la loi Sapin 2, c'est que pour une personne physique, eh oui, pour une personne comme vous, moi, hein, pas d'un mandataire social, hein, une personne qui va être impliquée, c'est 200 000 euros. Et pour une personne morale, c'est 1 million d'euros. Vous avez peut-être vu en fin d'année dernière une société de services offshore, de plateformes, où ce sont les dirigeants qui ont été condamnés sur leur deniers personnels, en complément de peine de prison à réaliser. Et puis, sans vouloir remettre l'église au milieu du village, mais on va parler de la France. La France a baissé son score cette année, a perdu 4 points et se classe 25e pays, justement, dans ces indicateurs du Transparency. Donc, la corruption, ce n'est pas juste qu'un effet externe, ce n'est pas visible que sur certains pays, ce n'est pas l'apanage que de certains continents. C'est aussi une problématique des entreprises françaises. Et c'est une problématique des entreprises françaises, pourquoi? Parce que un certain nombre de réglementations existent à travers le monde. Et la plus connue, et on peut en parler, hein, elle a été remise en question dernièrement suite à l'élection de Trump et la signature de ces éléments, hein, c'est les États-Unis. C'est le FCPA, le Foreign Corrupt Practice Act de 1977. Alors, force est de constater que il a été suspendu par décision de Donald Trump il y a presque un mois. Okay, très bien. Mais bon, on peut dire que ça ne durera peut-être que 4 ans, ou espérons que ça ne dure que 4 ans. Mais en Angleterre, vous avez le Anti-Bribery Act, UTBA, de 2010. Au Brésil, vous avez une loi sur l'anticorruption de 2014. En Chine, eh oui, la Chine a aussi mis une prévention sur la partie bribery, tout ce qui est pot de vin. Et les procès en Chine sont assez retentissants pour éviter de se faire attraper. Alors, vous n'êtes peut-être pas chinois, mais en Chine, vous risquez la pendaison. On est là dans un élément qui va au-delà du pénal. Et puis, on a en Australie un certain nombre d'éléments ont été mis en place. Mais, comme les conventions internationales, je vous parlais de l'OCDE, sont rentrés dans cette logique-là. Les poursuites ont été engagées. Donc, cette notion de droit souple, elle commence à se rigidifier et d'être un peu plus dure. Et pour ça, il y a la possibilité de se référer à d'autres éléments. Et la norme internationale que vous connaissez sûrement, la 37001, justement, système de management anti-corruption, est une réponse pour les entreprises. Même si, pour vous, qui n'êtes pas soumis à la loi Sapin 2, donc les entreprises de moins de 5000 personnes, peuvent se dire que ça a que très peu d'intérêt. Je vais juste faire un focus rapide sur cette norme, justement. C'est très clairement un système de management, comme d'autres normes, 14001. Et autour de celle-ci, elle préconise prescrit une série de mesures et de systèmes de contrôle
avec des éléments de nomenclature et de guide à mettre en place. L'avantage, c'est que même si vous n'êtes pas soumis à SAP2, si un jour on peut vous soupçonner, vous pouvez avoir cette problématique vis-à-vis de la corruption, ou si vos clients, si vous êtes intervenant auprès d'entreprise, se posent la question, ça permettra de répondre à un certain nombre de points. Déjà, premièrement, c'est d'atténuer, de réduire les coûts liés à la corruption. Et oui, la corruption coûte cher. Elle coûte cher dans la production du produit, puisqu'elle augmente ce coût-là, et puis elle coûte cher quand forcément vous êtes rattrapé. C'est aussi se dire que vous répondez à une conformité, vous êtes conforme à des standards internationaux sur la corruption. C'est aussi permettre de gérer les affaires avec probité et transparence, et donc d'améliorer votre crédibilité auprès des parties prenantes, toutes les parties prenantes, internes comme externes. C'est assurer aussi qu'à l'intérieur de l'entreprise, tous les partenaires, les personnes de la chaîne d'activité ont aussi une organisation éthique et adoptent des mesures anticorruption. Et je fais un rappel, et on pense surtout peut-être aux acheteurs, et je pense particulièrement aux acheteurs, pour l'avoir été pendant 25 ans, c'est la déclaration des cadeaux, et surtout même le refus des cadeaux des fournisseurs. Et puis c'est justement comment on traite la corruption. Là, on pourrait se rapprocher de la RGPD, c'est la même problématique. Mais c'est aussi, et c'est là un point important pour moi, objectif de la norme qui n'est pas clairement tendu par la norme, mais qui pour moi tout à fait sous-tendu, c'est instaurer une culture du risque et de la mesure, et rentrer dans cette logique d'achat responsable. Vous savez peut-être, l'ISO 20400 est une norme sœur de l'ISO 26000, et justement, elle met en place au sein de cette cartographie des risques, mais aussi de ces achats responsables, une formalisation de l'anticorruption. Mais je voudrais corriger un petit point quand même si l'actualité sur la CSRD est extrêmement chaude et vigoureuse sur ces derniers jours du mois de février, c'est que même si vous ne répondez pas à l'obligation de la loi Sapin 2, à savoir des entreprises de plus de 5000 personnes, c'est qu'il est quand même prévu, et dans ce cadre-là, ça existe déjà, puisque ça a été pris sur les exercices de 2024, des éléments sur les rapports extra-financiers, la DPEF qui devient la CSRD, mais qui va quand même impliquer les entreprises de 500 salariés, dont le chiffre d'affaires dépasse 100 000 euros. Ces entreprises vont devoir mécaniquement mettre en place des procédures anticorruption, ou au moins démontrer qu'elles rentrent dans cette logique-là. Et oui. Vous avez là le calendrier de la CSRD, et je pense qu'on est sûrement un certain nombre dans ce webinaire à croiser les doigts pour qu'elle ne soit pas complètement détricotée et que cette responsabilité civile qui est voulue disparaître par certains législateurs ou groupes de pression soit oubliée et reste vraiment sur cette logique-là. Mais, et là c'est le premier bloc, hein, les entreprises de plus de 500 salariés avec un bilan supérieur à 25 millions d'euros ou un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros vont devoir démontrer à travers un certain nombre d'indicateurs de la CSRD qu'ils ont bien mis en place des procédures d'anticorruption. Et vous voyez le reste du calendrier qui s'étale jusqu'en 2027. Hein. Ah, 2029, pardon, j'ai fait une petite coquille, elle sera corrigée. Ça veut dire que, par effet de ruissellement, l'ensemble des entreprises, puisqu'on est toujours fournisseur de quelqu'un, on a toujours des fournisseurs, vont devoir rentrer dans cette logique-là de comportement éthique, de mise en place de ces pratiques anticorruption. Mais au-delà de ces pratiques anticorruption, c'est aussi avoir cette notion de référentiel, de dispositif de conformité, et puis de reporting. Alors le reporting ne fait pas tout, bien sûr, hein, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour le corporate, dans son sens légal, ou pour les achats. Mais très clairement, c'est le référentiel des bonnes pratiques, de l'éthique de l'entreprise, de ce qui va être mis en avant à travers l'anticorruption. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que justement, l'objet de ce reporting, à travers les indicateurs qui reprennent les ESRS, qu'on trouve au sein de la CSRD, comment ils sont liés avec la 37001, justement, montre l'intérêt de pouvoir s'armer et surtout de mettre en place ces éléments pour pouvoir y répondre.
description des mécanismes visant à identifier et signaler des préoccupations quant à des comportements illicites ou contraires au code de conduite. Et si l'éthique, elle n'est pas écrite dans un code de conduite, je ne sais pas où elle sera écrite dans les entreprises. Peut-être juste sur les murs. Ça, il y a fort à parier. Mais elle impactera les résultats de l'entreprise. Elle impactera même le mode de fonctionnement. Et une entreprise qui n'a pas de mode de fonctionnement, qui n'arrive pas à avoir un alignement sur ses comportements, c'est une entreprise qui prend des risques et qui prend de sérieux risques. Vous avez là la suite même de ces indicateurs. Quand je vous parlais de Sanofi qui a publié justement au sein de ce premier rapport CSRD, la publication est optionnelle en cas avéré de corruption, forcément c'est dommageable pour les gens qui ont été licenciés. Mais il faut peut-être plus se poser la question de est-ce que c'est pas moins dommageable d'avoir justement ce name and shame instauré par Emmanuel Macron à l'époque de la loi NRE sur les nouvelles régulations de l'économie, et de mettre en avant le fait qu'on est capable de faire le ménage chez soi, au même titre que la loi est capable de faire le ménage chez vous. Donc, je m'arrêterai là sur la corruption, parce que on ne vit pas que de l'anticorruption. Hein. Et très loin de moi le fait de dire, je vous dis, hein, ne mettez que des dispositifs anticorruption. Mais dans cette approche responsable, dans cette approche même de ce que l'on veut porter, il y a bien sûr ce volet anticorruption. Mais il y a aussi un autre aspect, et on va voir pourquoi. Parce que ça a des bénéfices en interne comme en externe. Et oui, ça permettra aussi aux entreprises de se dire, OK, quel est mon domaine d'intérêt? Qu'est-ce que je veux porter? Quelles sont les valeurs que je veux porter? Quels sont les éléments qui m'intéressent? Et donc, quels sont les éléments qui vont aussi intéresser les investisseurs, les banques, par rapport à ce respect et cette conformité? Et puis aussi, et là je parle particulièrement à ceux qui pratiquent l'achat, et j'espère responsable, parce que quand un achat n'est pas responsable, on peut croire qu'il est irresponsable. C'est que justement, vous avez la possibilité, et là vous avez un extrait des 36 mauvaises pratiques récemment rencontrées et passées au crible de la loi. Ces comportements éthiques, s'ils ne sont pas présents, hein, même à travers ces éléments-là, vous mettez en risque l'entreprise. Et des risques, justement, qui sont pourtant facilement supprimables. Et encore plus facilement supprimables quand vous avez une politique vers aux acheteurs qui repose, par exemple, sur les indicateurs de l'OPSA. Je vous en ai mis quelques-uns hein, que vous pouvez trouver ici. Mais pourcentage d'acheteurs objectivés sur leur démarche d'achat responsable. Waouh! Avoir des acheteurs éthiques, ils pourront même avoir un meilleur salaire. Donc, c'est très clairement une avancée et une compréhension que l'éthique ne se résume pas à la corruption, ne se résume pas à ces modes de fonctionnement, mais vraiment à des avantages, à des bénéfices éthiques. Alors, vous avez un certain nombre d'études, et je prendrai le cas de cas de Patagonia et Ben & Jerry. C'est un moyen de développer cette culture d'entreprise. C'est un moyen de développer ces avantages concurrentiels. Si je vous parle de Patagonia, tout le monde connaît Patagonia. Si je vous parle de Ben & Jerry, tout le monde a entendu parler de Ben & Jerry. À plus forte raison dernièrement. Ça n'empêche pas que certaines sociétés veulent se séparer de ces activités. C'est le cas de Ben & Jerry à l'heure actuelle sur la vente de la division glace. Peut-être parce qu'elles sont peut-être trop éthiques. Et on se débarrasserait d'une activité parce qu'elle serait trop éthique. On prendrait trop en compte de choses. Je ne pense pas. Même si on peut constater peut-être un repli sur soi dans les économies ou les entreprises, c'est très clairement une prise en compte de ces éléments. Et puis, un élément qui, moi, me parle énormément et sur lequel je forme, hein, c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est que le récit de l'éthique, il s'écrit dans les choix quotidiens, dans l'acceptation ou non de la corruption et de toutes ces dérives. Accepter de ne pas saigner le fournisseur, justement parce que demain, on aura besoin de ce fournisseur, même si on a déjà besoin hier. Et dans le contexte des négociations commerciales que l'on connaît à l'heure actuelle dans le monde agricole, c'est peut-être, non pas la pensée du jour, hein, mais la construction du jour. Pour justement prendre en compte justement ces éléments qui sont soulevés par l'AFA avec des conformités anti-corruption, le fait d'avoir des politiques cadeaux et invitations qui sont
écrites et qui sont respectées autant par les commerciaux que par les achats. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises où il y avait des politiques zéro cadeau que pour les acheteurs. Magnifique. Les commerciaux ont le droit d'offrir des cadeaux, mais on n'accepte pas les cadeaux. Et dans ces éléments, pareil sur qu'est-ce qu'on va vérifier? Être sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Est-ce que les enquêtes internes, justement, montrent ces éléments-là? Et pour les entreprises qui s'intéressent particulièrement à ça, vous avez des guides sectoriels qui ont été établis par l'AFA pour les travaux publics, ainsi qu'à l'attention des PME et petites ETI. Voilà. Voilà très clairement ce que je voulais pouvoir vous présenter au titre de l'éthique. L'éthique, c'est l'affaire de tous. C'est une première chose. Et puis, c'est surtout des comportements responsables en achat, comme en business. Je ne dis pas seulement en vente. Pareil, marketing aussi. Marketing éthique, ça existe. Pour plein de raisons. Ne pas sursolliciter des boîtes mail. Simplement parce que vous prenez un risque. Et vous prenez un risque au regard de la RGPD. Et peut-être d'avoir un discours aussi éthique sur les produits. Parce que ne pas informer les consommateurs, c'est aussi un risque que vous prenez au titre de comportement responsable. Parce que être éthique, c'est être responsable. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Vincent, pour ton intervention, qui nous a donné une bonne vision globale, je pense, de l'enjeu éthique pour les entreprises. On a désormais un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc, comme je vous disais dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, à écrire vos questions dans le chat, et nous pourrons, enfin, Vincent pourra y répondre. Donc là, pour le moment, je vois pas de questions, donc n'hésitez pas. Ou si c'est plus simple pour vous de poser votre question à l'oral, vous pouvez aussi lever la main et comme ça, je pourrais vous ouvrir l'accès à votre micro. Je vois que quelqu'un lève la main. Donc, je vais regarder pour donner l'accès au micro. Et donc, normalement, votre micro est activé, vous pouvez parler. Et donc, je m'adresse à Alouedraogo. Si votre micro, normalement, devrait fonctionner. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'essaie de développer le concept d'éthique au Burkina Faso avec principalement les affaires, avec principalement les entreprises. Vous voyez? Donc, j'arrive pas à trouver c'est-à-dire, j'arrive pas à trouver la formule idéale pour expliquer aux entreprises vraiment l'enjeu pour eux, vraiment de mettre le cap sur de tenir compte dans leur politique, dans leur politique économique, leur politique sociale, leur engagement, tout ça, ce que c'est que la place de l'éthique dans leurs affaires. Ce que c'est qu'exact. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que le concept d'éthique en réalité. OK. Ils ne savent pas comprendre ce que c'est que le concept d'éthique en réalité. Et ça pose un gros frein. En fait, ils posent des actions simplistes, mais ils ne savent pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à communiquer là-dessus, ils n'arrivent pas à impliquer l'image de l'entreprise autour de tout ça. Comment est-ce que vous voyez, genre, pour ceux qui connaissent le Burkina, je ne sais pas si Vincent connaît le Burkina. Alors, je ne connais pas particulièrement le Burkina Faso. Moi, j'étais semaine dernière au Maroc. Euh, euh, donc, j'étais un peu loin du Burkina Faso, mais j'avais franchi la mer. Ces problématiques de corruption, elles existent partout, sur tous les continents, que ce soit africain, Amérique du Sud ou autre. Hein. Donc, ils n'arrivent peut-être pas à comprendre la portée ou l'intérêt de l'anticorruption. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas forcément des poursuites qui sont engagées. Après, ce qu'il faut peut-être mettre en avant,
dans cette obligation d'éthique, c'est que le jour où seront engagées les poursuites, surtout si vous commercez en dollars, ça coûtera très, très cher à l'entreprise. Je ne me suis pas étendu sur les sanctions économiques, mais souvent on entend la raison quand on touche au portefeuille. Là, j'ai pris Glencore. Hein. Glencore, c'est pour des pratiques en Afrique, hein. Congo et RDC. Hein. Glencore, je ne connais pas. Glencore, ben, c'est la société que j'ai citée qui, en 2022, a pris une amende de 1,1 milliard de dollars pour des pratiques, justement, au regard de la corruption. Mais vous pensez que la formation suffit seulement pour parler d'éthique aux entreprises? Je pense qu'il faut la formation et puis après, il faut l'écrire. Et puis, à dire d'écrire un code éthique, c'est en quoi l'entreprise elle a envie d'agir. La notion de société à mission n'existe peut-être pas au Burkina Faso, je ne connais pas suffisamment ces éléments. Effectivement, ça n'existe pas. Non, mais la loi anticorruption existe au Burkina Faso depuis 2015. Il y a le RENLA qui fait un gros boulot dessus, mais il y a aussi un département qui est rattaché à la présidence qui fait un très gros boulot, surtout depuis 2022. Mais il y a bien des éléments sur la prévention et la répression. Donc on Exactement. est là, répressif, on est sur du droit dur. Donc former les entreprises en disant voilà ce que vous risquez. Après, c'est à elles de faire l'équilibre. Hein. Vous n'êtes pas la conscience. Effectivement. Faire de l'éthique, ce n'est pas être la conscience de l'entreprise. C'est de fonctionner sur un code, des démarches et des pratiques. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans le FCPA américain. Hein. C'est que, par exemple, il n'y a pas de corruption d'agents, logiquement, mais il n'y a pas de notion de valeur de ce que l'on peut donner ou pas. À la différence de la France, où on parle d'interdiction complète. Donc, si vous voulez, même chaque pays a son interprétation, mais vous avez une loi anticorruption, vous avez le RENLA, comme vous l'avez cité, qui joue là-dessus. L'entreprise, elle... La LC qui est aujourd'hui très important. Oui. Mais ça passe par la formation et puis ça passe surtout, c'est quelle est la contribution que l'entreprise va faire. Je vois juste qu'il y a encore d'autres questions dans le chat, donc si ça ne vous dérange pas, on va un peu enchaîner pour tout le monde ait un peu une réponse. Bien sûr. Donc on a Patricia qui nous demande en quoi le stock consignation est non éthique. Donc c'est la 35e des 36 mauvaises pratiques. Bien sûr. Alors, en quoi le stock de consignation est non éthique? Il est non éthique s'il est supporté 100% avec l'ensemble des éléments autour du coût du stock de consignation par votre fournisseur. C'est-à-dire que vous obligez votre fournisseur à investir dans quelque chose qui, logiquement, vous appartient ou sert à porter votre production. Donc, au lieu d'avoir un véritable intérêt sur le stock de consignation, travaillez sur la notion de stock déporté. Parce que le stock de consignation, c'est souvent un stock coût zéro. C'est deux choses différentes. Et sur un stock déporté, à vous de mettre en place des pratiques d'amélioration de rémunération de votre fournisseur. Et puis même, en améliorant la rémunération de votre fournisseur, vous pourriez même travailler sur le schéma logistique de ce stock déporté afin d'améliorer le bilan carbone. Vous avez eu, il y a quelques semaines, un reportage d'Hugo Clément qui travaillait, qui était chez un logisticien qui expliquait qu'ils étaient obligés de prendre un 36 tonnes pour aller porter une palette. Mettez un stock déporté avec votre prestataire de service, travaillez sur un plan de navettage, travaillez sur la navette avec du moyen adapté, vous allez l'aider à réduire ses impacts carbone et vous allez aider à réduire votre scope 3. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à me contacter ou demander mes coordonnées, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail. Là, en 2 minutes, j'essaye de pouvoir y répondre. Merci. Ça répond à votre question? Ouais. Alors, Patricia, je vais juste vous laisser. Je vais fourrer. Alors, sinon, je vois qu'on a encore une question de Florence. D'accord. Donc, qui nous demande comment peut-on ou doit-on gérer si les fournisseurs ne garantissent pas l'interdiction du travail des enfants, notamment dans l'agriculture et le ramassage des produits saisonniers. Alors, la notion d'achat responsable est définie dans l'ISO 20400. C'est que déjà, vous devez mettre en place un certain nombre de choses. Accepter avec des fournisseurs qui vous disent moi, je ne peux pas vous le garantir.
déjà très clairement dans votre stratégie d'achat et dans votre mode de sourcing, je vous invite à changer de fournisseur. Après, vous faites ce que vous voulez. Même si dans certains pays, ça paraît plus compliqué. Mais si vous voulez aller plus loin, rien ne vous empêche, vous, de voir des éléments qui peuvent être portés par des ONG, et des ONG locales, il y en a un certain nombre qui sont capables de les porter, et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me les donner. Je fais partie d'un ce qu'on appelle un shadow committee qui travaille sur les droits humains, et entre autres l'esclavage des enfants, un peu partout dans le monde, pour dire il faut changer ces pratiques-là. La notion d'enfant, de toute façon, elle est définie par l'OIT, hein. C'est une classe d'âge, c'est un âge. Après, on ne peut pas interdire le travail des enfants. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ce sont des enfants entre 12 et 14 ans qui conduisent des tracteurs. Si on s'arrête aux éléments de l'OIT, on n'achète plus de céréales américains. Donc, il faut bannir le travail des enfants, il faut travailler avec des ONG qui vont accompagner vos fournisseurs qui sont localement implantés et qui ont ces mauvaises pratiques pour travailler sur d'autres axes. Merci. Donc, on a Christine Morin qui nous pose dans le chat quelles recommandations pour s'assurer du respect des droits humains tout au long de la chaîne de valeur? Alors, je dirais que le principe pour moi reste assez simple et peut-être vous allez peut-être le trouver simpliste, mais déjà, c'est tout ce qu'on trouve sur la partie notion d'achat responsable. Et ça veut dire qu'il faut, dans cette logique-là, accompagner l'acte d'achat dans sa sélection des fournisseurs, dans les outils de sélection des fournisseurs, dans le suivi de ces fournisseurs et dans le contrôle de ces fournisseurs. Donc, un questionnaire sur lequel vos fournisseurs vont venir y répondre. Alors, ça peut être à l'équivalent d'un EcoVadis, mais je pense qu'il faut que ce soit vraiment ciblé avec votre segment d'achat. Bon, si on prend le travail des enfants, vous l'avez dans un certain nombre de segments d'achat, mais pas dans tous. Donc, ce questionnaire sur lequel vos fournisseurs vont répondre, dès que vous avez un doute, ou dès que vous avez ce qu'on appelle une écoute des bruits faibles, c'est à vous d'aller un peu plus loin, et puis d'aller même jusqu'à l'audit sur site. Nous, à l'AFNOR, on nous commande pour certains segments achats des audits sur site pour des entreprises qui achètent à des fournisseurs qui sont en Inde et sur lesquels ils ont des doutes. Dès que vous avez un doute, vous devez être intelligent. Et j'aime ce mot-là. Quand je parle d'intelligence, je n'utilise pas l'intelligence au niveau, le fait d'être corticolé, le fait d'avoir un bon cerveau, c'est faire du renseignement. Les achats responsables, comme l'éthique, c'est du renseignement. Le mot intelligence, comme en anglais. Donc, soyez intelligent, faites du renseignement, recherchez, travaillez avec des modules d'évaluation fournisseurs, questionnez vos fournisseurs et allez les voir sur place et faites de l'audit. Ça veut dire qu'il faut maîtriser, c'est comme ça que vous maîtrisez tout au long de votre chaîne d'achat. On a encore une question de Radia. Quels sont les moyens et les outils qu'on peut mettre en place pour gérer le risque de la corruption et contrôler dans une entreprise? Alors, je vais vous décevoir, et puis après, je vais peut-être essayer de donner une petite lueur, c'est que vous pouvez parfois avoir des entreprises qui sont reconnues pour leur dispositif. Magnifique, exceptionnel. C'est le cas de Bourbon Offshore Services. Cette fameuse entreprise qui a été condamnée à leurs dépens pour corruption d'agents actifs. Donc, je dirais que sur toute la phase même du management et du top management, c'est un véritable engagement. Mais l'engagement, il doit être incarné. Ça ne doit pas être juste un mot vain. Ça veut dire que ce qui est mis en place dans la 37001 ou dans d'autres pratiques, ça veut dire que vous avez un référent éthique, vous avez un comité éthique, et vous êtes sûr que dès qu'il y a le moindre signalement, il n'y a pas de problématique avec le lanceur d'alerte. Mais ça veut dire qu'il y a un niveau de transparence qui doit être clairement défini dans l'entreprise. Dès qu'il n'y a plus de transparence, il y a soupçon. Et souvent, le soupçon emmène à des mauvaises conclusions. Voilà. Donc, ce process-là se met en place et se travaille. Avec, par exemple, un truc tout bête, je vais prendre l'exemple d'une chambre de commerce et de l'industrie qui m'a posé une question qui a, à la demande de la personne qui s'en occupe, c'est de dire, par exemple, quand vous acceptez de remettre des cadeaux, par exemple, ou quand vous recevez des cadeaux, eh ben, pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème et que c'est une reconnaissance des deux parties. Par exemple, un agenda ou des cadeaux qui, bien sûr, sont en dessous de la valeur réglementée par le SAF, hein, que la personne qui reçoit ce cadeau, à qui vous l'offrez au titre des bonnes relations commerciales que vous avez, donc en dehors d'un appel d'offres, en dehors de toute cette négociation-là, vous remette un
élément comme quoi elle a bien reçu. Ça, c'est un élément de transparence des deux côtés. Parce que quand il y a un corrupteur, il y a un corrompu. C'est pas juste noir ou blanc, c'est noir et blanc. On va encore prendre peut-être une ou deux questions. Donc, on a Christine C'est toi qui vois. qui nous demande quels sont les critères types qu'on met dans une analyse de risque fournisseur. Alors, je vous dirais plein de choses. Mais la première chose, c'est dans l'analyse fournisseur, c'est avant tout, c'est pas tant le fournisseur qu'il faut analyser. Et ça, c'est la vision que j'ai depuis déjà quelques années. Hein. C'est ce que vous achetez. Parce qu'un fournisseur, vous allez lui acheter du bois, vous allez lui acheter du plaquage, vous allez lui acheter du contreplaqué. Ce ne sera pas les mêmes risques. Donc, cette notion du segment d'achat, pour moi, est extrêmement importante. L'avantage, c'est qu'en s'appuyant sur ces éléments-là, qui viennent de la norme ISO 20400, pardon, c'est ce qu'on trouve dans la cartographie des risques que nous déployons en AFNOR, c'est vraiment de se dire que, voilà, si j'achète du contreplaqué, eh bien, justement, il va falloir que je m'y intéresse. Parce que, et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu quelques divulgations ces dernières semaines, 25% du contreplaqué de boulot qui arrive en Europe vient de Russie et de Biélorussie. Donc, il y a quand même des grandes chances que s'il y a une problématique sur l'origine, il y a peut-être de la corruption chez votre fournisseur. Donc, au lieu de penser même à votre fournisseur, pensez d'abord à ce que vous achetez. Le où, le comment, à qui et pourquoi je l'achète. Les 4 questions qui sont fondamentales dans cette approche d'achat responsable et donc d'éthique de l'achat. Alors, on va juste prendre une dernière question qui est celle de Fabienne. Dans le prolongement de la question de Florence sur le travail des enfants, oui. Qu'en est-il des entreprises françaises qui acceptent le travail des Ouïghours qui sont dans des camps de rééducation en Chine? Je pense qu'elles ont une interprétation tout à elles de l'éthique et de ce que sont les droits humains. Et ce n'est pas des choses que je cautionne, pour être très transparent là-dessus. Même si leur problématique est de produire à moindre coût, et on peut voir ce qui s'est passé dernièrement, et c'est pour ça que je n'ai pas pris l'exemple d'une marque de sport, je fais exprès de ne pas la citer, hein, forcément, blanche et bleue, mais pour moi, c'est une méconnaissance de sa supply chain. Et donc, le premier comportement éthique qui n'est pas respecté de la part de cette direction des achats, c'est know your suppliers, au même titre que know your customers chez les Anglais. Donc, il est important que ces entreprises sortent de ces chaînes-là et soient capables d'aller sur d'autres sources. Après, ce qui se passe sur les Ouïghours et la Chine, on est sur un élément institutionnalisé. Donc, il est quand même assez compliqué de pouvoir remonter. Mais ces pratiques-là, ça n'arrête pas qu'à la Chine. Hein. Il y a du travail des enfants, il y a du travail forcé en Europe. Hein. Je vous laisse regarder ce qui est écrit par Anti-Slavery ou Human Rights Watch. Le travail forcé existe en Europe. Et quand on regarde le textile, il suffit juste de franchir le Channel. Pas besoin de franchir la Méditerranée pour découvrir ces éléments-là. Et donc, il faut sortir de ces chaînes d'approvisionnement et trouver d'autres éléments. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Ça va être l'heure de conclure notre webinaire. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir suivi avec attention. De mon côté, je vais vous faire parvenir par mail donc, le replay de ce webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'Initiative Durable, ainsi que les slides de présentation de Vincent et son contact. Donc voilà, si jamais vous avez encore des questions à poser à Vincent, vous aurez ce qu'il vous faut. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit et à vous dire à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.